Le craquement du parquet du couloir n'était pas normal. J'interrompis le ciseau posé lourdement dans ma paume et j'écoutai les pas qui s'approchèrent de ma porte. Vieux chêne blanc, posé il y a peut-être 90 ans. Il aurait dû chanter une note grave et solide sous le poids d'une personne. Au lieu de cela, il émettait un gémissement creux et sec qui vibrait à travers la semelle de mes bottes. Le sous-plancher pourrissait. Je le savais depuis des semaines, tout comme j'avais remarqué que le cordon de la fenêtre ouest était effiloché et que la vanne du radiateur dans le hall sifflait chaque nuit à 4 heures précises. L'immeuble mourait, et j'étais le seul à entendre son râle d'agonie. Un coup sec à la porte brisa ma concentration. Je ne me levai pas tout de suite. Je brossai soigneusement les copeaux de noyer de l'assemblage que je finissais, posai l'outil sur le tissu de velours, puis essuyai mes mains sur mon jean. Quand j'ouvris la porte, l'air du couloir sentait l'ozone et la tension. J'étais en simple t-shirt gris, saupoudré de sueur, manches retroussées sur des avant-bras encore rugueux du ciseau. Pas vraiment le genre d'homme qu'une nouvelle propriétaire s'attend à trouver derrière une porte d'entrée cirée. Devant moi se tenait une femme que je n'avais vue qu'en passant. La nouvelle propriétaire. Violette. Elle avait l'air de sortir d'une salle de réunion, pas d'un couloir poussiéreux d'un vieil immeuble haussmannien en perdition. Sa chemise blanche était impeccable. Ses cheveux sombres tombaient en vagues souples qui contrastaient avec la mâchoire serrée. Ses yeux noirs, intelligents, brûlaient d'un mélange de panique et d'accusation. Elle me tendit un papier vers la poitrine. Ce n'était pas une poignée de main, c'était une arme. Il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix tendue, à propos des 3 mois de loyer en retard que vous devez à l'ancien propriétaire. Je baissai les yeux sur le papier. Loyer impayé. Les chiffres étaient gros et laids. Je ne dois rien, dis-je d'une voix rauque après une journée de silence. J'ai le grand livre, répliqua-t-elle en s'avançant d'un pas. Elle ne reculait pas, même si je la dépassais de 15 centimètres et de 25 kilos de muscles. Ça me plut immédiatement. Le grand livre indique que l'appartement 1B n'a rien payé depuis novembre. J'ai besoin de trésorerie, monsieur Moreau, aujourd'hui où je dois lancer la procédure d'expulsion. Elle brandit de nouveau le papier, sa main tremblant légèrement. Pas de peur de moi, mais du poids des chiffres qu'elle ne pouvait pas déplacer et d'un immeuble qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Sa voix s'éclaircit sur le dernier mot, puis se raffermit, comme si elle la forçait à reprendre sa place. Je ne paye pas en espèces, dis-je en gardant un ton neutre. Je paye en travail. La réparation de la chaudière en décembre, c'était moi. La reprise de la toiture après la tempête de verglas, c'était moi. L'ancien propriétaire, monsieur Henry, nous avions un accord d'échange. Je ne vois aucun accord écrit, répliqua-t-elle, les yeux levés vers le plafond comme pour vérifier s'il y avait des fuites. Henry n'aimait pas les papiers. Il préférait les poignées de main. Je m'adossai au chambranle, bras croisés. Mais si vous voulez parler de ce que coûte vraiment cet immeuble, on peut en discuter. Parce que le parquet sur lequel vous marchez a encore 3 semaines avant de s'effondrer et de vous envoyer au sous-sol. Elle baissa les yeux vers ses talons, bougea sur la latte, le bois gémit d'une façon écœurante. Vous essayez de me faire peur, dit-elle en relevant la tête. Ça ne marchera pas. Je n'essaie pas de vous faire peur, répondis-je. Je vous dis la vérité structurelle. Cet endroit est un magnifique naufrage, Violette, et vous n'avez pas besoin d'un chèque de 1 200 €. Vous avez besoin d'un menuisier qui sait où était la pourriture. Je reculai d'un pas, ouvrant plus grand la porte pour lui montrer mon atelier. Le bois empilé avec soin, les projets de restauration, l'odeur de sueur et d'huile de lin. Vous voulez l'argent? Je peux faire un chèque. Ça videra mes économies, mais je peux le faire. Mais ensuite je pars et quand l'inspecteur viendra le mois prochain, et je sais qu'il vient, la mairie a cet immeuble signalé, vous allez couler sévèrement. Elle abaissa lentement le papier. La combativité quitta ses épaules, remplacée par le poids écrasant de la réalité. L'inspection est dans 8 semaines, murmura-t-elle. Le promoteur d'à côté nous a dénoncés pour non-conformité. Il veut racheter le terrain pour une bouchée de pain. Je sais, dis-je, il lorgne sur les fondations depuis des années. Elle me regarda vraiment, évaluant ma détermination comme j'évalue le grain du bois. Si je renonce au loyer en retard, vous pouvez tout réparer, les escaliers, la rampe, le sous-plancher, tout? Suffisamment pour passer, dit-elle. Je ne peux pas perdre cet immeuble, c'était celui de mon père. C'est tout ce qu'il me reste. Je regardai le papier dans sa main, puis la détermination désespérée dans ses yeux. Je pris le document entre ses doigts, le pliai soigneusement et le glissai dans ma poche. Gardez votre loyer, dis-je. Je vous offre quelque chose de mieux. Mais je ne laissai pas ça en simple poignée de main. J'allai à mon établi, arrachai une feuille propre de mon carnet de factures
et écrivit en grosses lettres pour qu'il n'y ait aucun malentendu plus tard. Travail en échange du loyer pour l'appartement. Un B. Matériaux remboursés sur justificatif. Délai 7 semaines. Chaque partie peut mettre fin à l'accord avec un préavis de 30 jours. Pas de faveur personnelle, pas de zone grise, juste du travail. Violette lut chaque ligne, mâchoire serrée, puis hocha une fois la tête. Elle signa. Sa main tremblait, mais la signature était nette. Quand elle me rendit le papier, ses yeux retinrent les miens comme si elle choisissait délibérément de me faire confiance. Le sous-sol sentait la pierre humide et l'abandon. Une ampoule unique oscillait au-dessus de nos têtes, projetant de longues ombres mouvantes sur les briques, tandis que j'installais mes lampes de chantier. Violette se tenait en bas de l'escalier, serrant un porte-document comme un bouclier. Problème numéro 1, marmonnai-je pour moi-même en examinant la poutre porteuse. Quoi demanda Violette. Rien, juste une évaluation. Je m'approchai du poteau principal porteur, du vieux pain de croissance, mais l'humidité avait transformé les 30 derniers centimètres en éponge. C'est votre plus gros problème, dis-je. L'avis d'expulsion dont vous m'avez menacé, c'est rien à côté de ce que la mairie fera quand elle condamnera l'immeuble parce que la poutre principale est pourrie. Violette s'approcha, ses talons claquant sur le béton. Elle ne broncha pas devant la saleté. Comment on répare? On peut colmater? Pas de colmatage, dis-je en passant la main sur le grain rugueux. On ne ment pas au bois. Si on colmate, ça lâchera dans 5 ans. Il faut doubler la solive, renforcer avec de l'acier et du bois neuf. C'est 2 jours minimum. Elle souffla par le nez comme si elle comptait à rebours. Puis elle ouvrit son porte-document et tourna jusqu'à une pochette à onglets. Voici les chiffres, dit-elle d'une voix maîtrisée. Le relevé bancaire, les taxes foncières, l'avis de prêt que mon père avait pris pour éviter l'effondrement de la toiture il y a 5 ans. Et ceci... Elle me glissa un email imprimé. L'encre était brouillée, là où son pouce l'avait frotté. C'est l'offre de Monsieur Laurent, moitié de la valeur du terrain. 30 jours pour accepter. Je lus une fois, puis une deuxième. L'expéditeur n'était pas au nom de Laurent, mais d'une société écran avec une adresse que je connaissais. La même rue que le chantier de copropriété d'à côté. Il ne vous fait pas de faveur, dis-je, il vous donne un délai. Je tapotai la page. Et il sait déjà que la mairie arrive. Violette déglutit. Mon père avait mis une clause dans le prêt. Si l'immeuble est classé insalubre, la banque peut exiger le remboursement immédiat. Je perds tout. Je ne peux pas juste partir et louer ailleurs. Ils prennent l'immeuble et le vendent aux enchères. Voilà le vrai piège. Pas moi, pas le loyer. Les papiers et le timing. Alors pourquoi ne pas appeler la police? Demanda-t-elle comme si elle détestait poser la question. Parce que Laurent veut du bruit, répondis-je. Une plainte, un dossier, n'importe quoi qui permette à un juge de dire que cet endroit est dangereux et que vous êtes une propriétaire irresponsable. Il a des amis à la mairie. Il n'a pas besoin de gagner proprement. Il a juste besoin d'accélérer l'horloge. Je lui rendis l'email. On gagne en rendant l'immeuble irréprochable, sûr, documenté, ennuyeux. C'est comme ça qu'on bat des hommes comme lui. Ses yeux s'adoucirent. Pas de romantisme, mais de soulagement, comme si quelqu'un parlait enfin sa langue. Oh, bullshit, d'accord, dit-elle doucement. Alors montrez-moi ce qu'il faut faire. J'ai un budget de 0 pour les artisans, ajouta-t-elle, la voix tendue. Je peux acheter les matériaux, c'est tout. Je suis l'artisan, dis-je en sortant mon mètre de ma ceinture. Et je n'ai pas besoin d'équipe, je travaille mieux seul. Je vais aider, dit-elle. Je m'arrêtai, le mètre à moitié déroulé. Je la regardai, la chemise blanche, les ongles manucurés. Vous êtes graphiste, non? C'est ce qu'Henri m'avait dit. Je sais travailler, répliqua-t-elle sur la défensive. Je ne demande pas à manier la scie, mais je peux porter, je peux nettoyer, je peux tenir la lampe. On est partenaires, non? Partenaires dans ce combat contre l'inspecteur. Partenaires, répétai-je en testant le mot. Le mot pesait lourd sur ma langue. La solitude avait été ma routine. J'étais habitué à être celui qui répare dans l'ombre pendant que le monde dort. D'accord, mais enlève les talons et mets des gants. Les échardes se fichent de ta manucure. Elle hocha la tête une fois, nette et efficace. Marché conclu. Elle se tourna pour remonter l'escalier, puis s'arrêta. Moreau, merci de ne pas vous être moqué de moi. La banque s'est moquée quand j'ai demandé un délai. Les banques regardent les chiffres, dis-je en me tournant vers la poutre pour qu'elle ne voie pas l'adoucissement soudain dans mon regard. Moi, je regarde la structure. Les os ici sont bons, Violette. Il suffit que quelqu'un s'en soucie. Quand elle s'éloigna, le son de ses pas dans l'escalier était toujours faux. Creux, fragile.
Je notais mentalement de prioriser les marches avant mardi. 3 jours plus tard, le vrai ennemi se montra. J'étais sur le perron, ponçant les détails complexes en chaîne de la porte d'entrée principale. Travail minutieux. Enlever 20 couches de peinture bon marché pour révéler le bois doré en dessous. Mais c'était nécessaire. L'apparence compte pour les inspecteurs. Un gros SUV noir s'arrêta le long du trottoir. La vitre descendit et un homme en costume qui valait plus que mon camion se pencha. « Laurent, le promoteur. Tu perds ton temps, mon gars !» lança Laurent sans même sortir de la voiture. Je ne m'arrêtais pas de poncer. « Trottoir public, Laurent. Circule. Dis à mademoiselle Dubois que j'ai l'offre prête. Cash, en l'état, avant que la mairie ne classe l'immeuble et qu'elle ne touche rien. » Violette sortit par la porte d'entrée. Elle avait changé. Elle portait un vieux jean et une chemise à carreaux trop grande pour elle, les cheveux noués en chignon désordonné. Elle avait l'air fatiguée, mais réelle. « Je vous l'ai déjà dit, Laurent, » lança-t-elle d'une voix claire qui traversa le trottoir. « Ce n'est pas à vendre. »« C'est un gouffre financier, ma petite. Tu coules, je te tente la bouée. »« Je sais nager, » répondit-elle. « On verra ce que dira l'inspecteur Davis le mois prochain. » Laurent ricana, remonta la vitre et partit. Violette resta là, poing serré, vibrant de colère. Je posai le bloc de ponçage et me levai, essuyant la poussière de mes avant-bras. « C'est lui qui a dénoncé l'immeuble, » dis-je doucement. « Il veut vous forcer la main. »« Je sais, » murmura-t-elle en fixant la rue vide. « Il m'offre la moitié de la valeur du terrain. Il veut tout raser pour construire des appartements modernes, des boîtes en verre sans âme. » Elle se tourna vers moi, les yeux humides, mais sans larmes. « Mon père a acheté cet immeuble quand il est arrivé en France. Il a passé 40 ans à l'entretenir. Si je laisse Laurent le transformer en parking, il ne me le pardonnera jamais. » Je dis « Il ne le fera pas. » Ce n'était pas une promesse que j'avais le droit de faire, mais je la fis quand même. « Comment pouvez-vous en être sûr ? Regardez cet endroit, Moreau. » Elle désigna la peinture écaillée, la pierre qui s'effritait. Je m'approchai d'elle. J'eus envie de poser une main sur son épaule, mais j'étais couvert de poussière et j'avais appris que mes mains étaient rugueuses. Je les gardai le long du corps. « Laurent voit une démolition, » dis-je à voix basse. « Moi, je vois du chêne massif, des moulures en plâtre, une toiture en ardoise qui n'a besoin que de nouveaux solins. Il regarde la peau, moi, je regarde l'âme. On va le réparer. »« Il nous reste 7 semaines, » murmura-t-elle. « Alors on travaille la nuit, » répondis-je. Elle me regarda, et un petit sourire sincère perça à travers le stress. « Vous aimez vraiment ça, n'est-ce pas, le travail ?»« J'aime les choses qui durent, » dis-je. Je soutins son regard une seconde de trop, et l'air entre nous devint soudain épais, chargé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la construction. Puis je ramassai le bloc de ponçage. « Prenez un grattoir, patronne. On a une porte à sauver. » Les semaines audies se fondirent en un brouillard de sciure, de café et de radio tard le soir. Nous trouvâmes notre rythme. Je me levais à 5 heures, je faisais les gros travaux structurels avant qu'elle se réveille, puis nous travaillions ensemble le soir, après ses appels de graphisme freelance. Une nuit, Laurent tenta de briser notre rythme exprès. Une tempête arriva vite, vent violent, pluie battante en rafale contre les fenêtres de façade. Vers minuit, les lumières du couloir clignotèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent. Dans le noir, l'immeuble fit un bruit que je n'avais jamais entendu. Une toux métallique profonde venue du sous-sol, suivie du sifflement caractéristique d'une conduite sous pression qui lâche. Je dévalai l'escalier avant même que mon cerveau soit complètement réveillé. Bottes, lampe torche, clé. L'air devenait plus froid à chaque marche. Quand j'atteignis le bas, l'eau coulait déjà en nappe sur le sol du sous-sol. Une canalisation avait éclaté près de l'arrivée de la chaudière. L'ampoule au-dessus de l'escalier clignotait, luttant pour survivre. La flaque rampait vers le tableau électrique. Violette apparut derrière moi en chaussettes et sweat trop grand, cheveux en bataille, yeux écarquillés. « Moreau, que se passe-t-il » ? « Restez sur la marche, » dis-je sans me retourner. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait. « Ne marchez pas sur le béton. » Elle se figea instantanément. Je coupai le disjoncteur général du revers de la main et balayai le tableau avec ma lampe. Pas d'étincelle pour l'instant. Je sortis mon testeur sans contact de ma poche, vérifiai la ligne, revérifiai. Morte. Chaîne de seau, dis-je, buanderie. 2 seaux bleus à serpillière. Maintenant. Elle se déplaça vite et sans bruit, ses pieds claquant dans l'escalier. Quand elle revint, j'avais déjà enfoncé un chiffon dans la fissure la plus large et serré avec une collier de serrage. Temporaire, mais ça tenait. En me tendant le seau, sa chaussette glissa sur le bord mouillé de la marche. Elle bascula en avant.
Je la rattrapai par la taille et la tirai en arrière d'un coup sec contre ma poitrine, la gardant loin du béton glissant. Mon avant-bras se verrouilla autour d'elle comme une ceinture de sécurité. « Je vous avais dit de rester sur la marche, » murmurai-je à son oreille. Elle agrippa mon bras, phalange blanche. « Je sais. Pardon. » Son souffle trembla une fois, puis se stabilisa. « Ça va, ne me lâchez pas encore. »« Je vous tiens, » dis-je. Puis je la reposai sur la marche sûre et retournai à la canalisation. Nous maîtrisâmes l'eau en 15 minutes, le sous-sol finit par sentir le rouille, la pierre humide et cette odeur piquante d'ozone juste avant un court-circuit. Je suivis la fissure jusqu'à une section de tuyaux entaillés trop proprement pour être une usure naturelle. Je passai le pouce dessus. Du métal frais apparut. Quelqu'un l'avait entaillé. Violette vit mon visage changer. « Ce n'est pas normal, hein ?»« Non, » dis-je. Je sortis mon téléphone, pris des photos, puis une vidéo lente. La coupure nette, le motif de l'eau, le collier. Preuve. Ennuyeuse. Utile. « Laurent, » murmura-t-elle. « Peut-être, dis-je, mais on n'accuse pas sans preuve. On documente et on vous protège. On remplace la section dès l'aube. » Les photos allèrent donc dans un dossier nommé Laurent. Nous étions dans le couloir du premier étage. J'avais arraché le sous-plancher pourri et posé du contreplaqué neuf. Travail épuisant. Mesurer, couper, visser, recommencer. L'humidité me tuait, faisait gonfler le bois et coller ma chemise dans mon dos. Violette rangeait les outils. Elle avait cette manie d'aligner mes clés et tournevis en rangée parfaite, digne d'une graphiste. Ça aurait dû m'agacer, j'aimais mon chaos. Mais en réalité, c'était utile. Il fait un froid glacial ici, marmonna-t-elle en se frottant les bras. La chaudière était coupée le temps que mon ami Marc répare la soupape de pression. Je levai les yeux. Ses lèvres étaient légèrement bleues. Elle faisait la dure, refusait de se plaindre, mais le froid humide de la vieille pierre haussmannienne était impitoyable. Sans un mot, je me levai, allai à mon établi et pris ma grosse veste de travail en toile, doublée polaire qui sentait le cèdre et l'huile moteur. Je la drapai sur ses épaules. « Moreau, vous allez avoir froid. »« Je travaille, je transpire, » mentis-je. Il faisait 10 degrés dans le couloir. « Mettez-la. » Elle enfila les manches. La veste l'engloutit. Elle remonta le col autour de ses oreilles et inspira. Je la vis fermer les yeux une seconde, humant l'odeur. « Mieux ?» demandai-je en reprenant ma perceuse. « Oui, » murmura-t-elle, « beaucoup mieux. » Nous travaillâmes en silence 1 heure de plus, puis je tombai sur un os. La solive près de la salle de bain n'était pas seulement pourrie, elle était entaillée. Quelqu'un l'avait sciée des années plus tôt pour passer une canalisation. Manœuvre classique de mauvais artisans et dangereuse. « Putain !» sifflai-je en éclairant la cavité. « Quoi ?» Violette fut près de moi en un instant. « Encoche de plombier, dis-je en montrant. Cette solive supporte la baignoire. Si quelqu'un remplit la baignoire maintenant, elle traverse le plafond. On peut réparer ? Oui, dis-je, l'esprit déjà en train de calculer la géométrie. Il me faut une platine Flitch en acier. Je la boulonne à travers le bois. Ce n'est pas une pièce standard. Je dois la fabriquer. Vous fabriquez des pièces en acier ? Demanda-t-elle, sourcils levés. Je fabrique n'importe quoi si j'ai le métal, répondis-je. Je me levai, essuyant la sueur de mon front. Mais il faut que j'aille à l'atelier en ville. Marc a une découpe plasma. Il est 21 heures, dit-elle. La baignoire s'en fiche de l'heure. C'est un danger immédiat. Si je ne répare pas ça, l'inspection est ratée sur le champ. Je viens avec vous. Non, dis-je fermement. Vous restez ici. Mettez des seaux sous les fuites du grenier. Je reviens dans 2 heures. Elle eut l'air de vouloir protester. Elle détestait être laissée en arrière, mais elle vit le sérieux sur mon visage. D'accord, soyez prudent. Je pris mes clés. En arrivant à la porte, je me retournai. Elle était debout au milieu du chantier, noyée dans ma veste trop grande, tenant une lampe torche comme une gardienne de phare. Ça me frappa alors. Une douleur physique dans la poitrine. Je ne voulais pas réparer l'immeuble juste pour le loyer. Je voulais le réparer pour qu'elle soit en sécurité. Pour que le sol soit solide sous ses pieds. Violette. Oui ? N'entrez pas dans la salle de bain. J'avais compris, dit-elle avec un sourire. Je sortis sous la pluie, le cœur battant un rythme qui n'avait rien à voir avec la menuiserie. Le tournant arriva quand on s'y attendait le moins. C'était un vendredi matin. J'étais dans la cuisine, en train de reposer les portes de placard que j'avais refaites. Violette était à la table,
entouré d'échantillons de peinture pour le hall. C'était domestique, calme. L'odeur de café était forte. Puis on frappa à la porte d'entrée. Pas un coup, un martèlement. Violette sursauta, renversant son café. Qui est-ce? Je m'approchai de la fenêtre. Une camionnette de la mairie et le SUV noir de Laurent. L'inspecteur, dis-je, l'estomac noué, et Laurent est avec lui. L'inspection est dans 2 semaines, paniqua-t-elle en essuyant le café. Ils l'ont avancé, dis-je sombrement. Laurent a tiré des ficelles. Il sait qu'on n'a pas fini. J'allai à la porte. Je n'ouvris pas tout de suite. Je me tournai vers Violette. Elle avait l'air terrifiée. Ses mains tremblaient. « Violette !» dis-je d'une voix basse et tranchante. « Regardez-moi. » Elle leva les yeux. La structure est solide. L'électricité est aux normes. Les escaliers tiennent. On n'a pas fini les finitions, mais les os sont bons. Vous me faites confiance ? Oui, dit-elle, et elle le pensait vraiment. Alors laissez-les entrer, vous gérez les papiers. Moi, je fais la visite. J'ouvris la porte. L'inspecteur Davis était un homme petit et rond, avec un porte-documents et une tête de quelqu'un qui a senti quelque chose de pourri. Laurent souriait comme un requin derrière lui. « Inspection surprise !» lança Laurent joyeusement, juste pour vérifier la sécurité du quartier. « Monsieur Davis !» dit Violette en s'avançant. Elle lissa sa chemise. Elle tremblait, mais sa voix restait calme. Nous étions prévus pour le 15. « Plainte déposée pour risque structurel imminent !» grogna Davis. « Je dois vérifier immédiatement. Si c'est dangereux, je mets un arrêté de péril. Tout le monde dehors à midi. »« Entrez !» dis-je en barrant le passage à Laurent. « Davis peut entrer. Vous, restez sur le perron. »« Propriété privée !» argumenta Laurent. « Vous êtes un intrus, dis-je calmement, mais je m'avançai dans son espace. Je ne le touchais pas. Pas besoin. Je laissai simplement les 100 kilos de menuisier occuper la place qu'il voulait prendre. Restez dehors. Laurent cligna des yeux, recula et souffla. Davis inspecta les solives du sous-sol. J'ai entendu dire qu'elles étaient pourries de part en part. Il me bouscula presque pour entrer. L'heure suivante fut un cauchemar. Davis palpa, tapa, mesura. Il vérifia le tableau électrique. Il vérifia la chaudière. Je le suivis, répondant à chaque question avec une précision technique. « Sous-plancher neuf ?» demanda-t-il en tapant du pied dans le couloir. « Contreplaqué 19 mm collé et vissé sur solive renforcée » récitai-je. « Intégrité niveau 1 » grogna-t-il. Il ne trouva rien à redire. Puis nous descendîmes au sous-sol. La poutre principale. Davis braqua sa lampe sur la réparation. La platine Flitch en acier. Le bois neuf, doublé à l'ancien. C'était laid, industriel, mais plus solide que l'original. « Qui a validé cette modification structurelle ?» demanda Davis. « Moi, dis-je. Ça dépasse les exigences de l'article R111-2 du Code de la construction. » Davis plissa les yeux, vit le poinçon sur l'acier. « C'est du sur-mesure. »« C'est solide, dis-je. » Davis grommela. Il se tourna vers Violette. « Vous avez le permis pour cette modification ?» Violette se figea. Nous avions le permis pour les réparations courantes, mais le permis spécifique pour la modification structurelle était encore en instruction. La mairie était lente. « Nous l'avons déposé, dit Violette, c'est dans le système. »« D'accord. Sans le papier, c'est du travail non autorisé, dit Davis, stylo au-dessus de l'arrêté de péril. Je dois vous refuser. » Laurent, qui regardait par la fenêtre du sous-sol, ricana. Je m'interposai. « Davis, regardez le travail. Oubliez le papier une seconde. Regardez les soudures. Regardez les boulons. Si vous mettez un arrêté de péril là-dessus, vous condamnez un immeuble plus sûr que la moitié des constructions neuves de cette ville. Vous voulez classer insalubre un bâtiment solide juste à cause d'un retard administratif ? » Davis me regarda, puis il regarda la poutre. C'était un fonctionnaire, mais c'était aussi un homme qui connaissait la construction. Il suivit la soudure du doigt, un empilement parfait de pièces de 10 centimes. « C'est du bon travail !» admit Davis à voix basse. « C'est le meilleur travail de la ville », lança Violette. Sa voix résonna dans le sous-sol humide. « Il est le meilleur menuisier de Paris. Et si vous nous refusez, je ferai appel et je ferai venir des ingénieurs indépendants pour prouver que ce travail est irréprochable. » Elle se tenait là, petite dans la pénombre, me défendant mon métier. Pour la première fois, elle ne me demandait pas de la sauver. Elle se battait pour nous. Davis soupira.
Il abaissa son stylo. Je vous accorde un agrément provisoire. Vous avez 48 heures pour me remettre physiquement le permis tamponné, sinon je reviens et je pose l'arrêté. Merci, souffla Violette. Davis sortit d'un pas martial. Je le suivis jusqu'à la porte et verrouillai derrière lui, laissant dehors le visage furieux de Laurent. Je me retournai. Violette s'était adossée au mur et glissait lentement jusqu'au sol, le contre-coup d'adrénaline. On l'a fait, murmura-t-elle. En quelque sorte. On a gagné 48 heures, dis-je. Je m'assis par terre à côté d'elle. Elle me regarda, les yeux grands ouverts. Vous avez tenu tête à Laurent, vous avez tenu tête à Davis, répliquai-je. Vous avez menacé d'appeler des ingénieurs indépendants. Elle rit, un son essoufflé. Je bluffais, je n'ai pas les moyens de payer des ingénieurs. Vous ne bluffiez pas sur le travail, dis-je doucement. Non, répondit-elle. Elle tourna la tête. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air changea. Des poussières dansaient dans le faisceau de ma lampe de chantier. Mon regard glissa sur sa bouche, puis remonta vers ses yeux. Mes mains se serrèrent en poing le long de mon corps. Pas encore. Pas tant que le bail ne serait pas signé et le permis tamponné. Il nous faut ce permis tamponné dans les mains de Davis, aujourd'hui même, dis-je. Le bureau des permis sentait les manteaux humides et le vieux café. Les néons bourdonnaient. Une file de visages fatigués fixait une machine à tickets en panne comme si elle allait s'excuser. Il ne trouvait pas notre dossier. Le guichetier disait qu'il était en transit, comme si le papier pouvait prendre des vacances. Violette faisait les 100 pas entre deux chaises en plastique, triturant le bord de sa manche. Elle s'arrêtait tous les quelques pas, regardait le comptoir, puis reprenait. Je la regardais brûler une énergie qu'elle n'avait plus. Ma mâchoire se crispa. Cet endroit fonctionnait selon des règles qui changeaient selon qui demandait. Quand on a déposé la demande, dis-je, ils ont tamponné un accusé de réception. Vous avez gardé le vôtre ? Il est dans mes mails, mais ils veulent le papier avec le tampon en relief. Pas celui-là, le reçu jaune, avec le tampon date-heure, numéro d'entrée. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous l'avez dans la boîte à gants. J'étais déjà en mouvement. La rue dehors était le chaos. Camionnettes de livraison en double fil, bus crachant de la fumée, klaxons qui s'engueulaient. Je coupais par une ruelle. La voiture ne passait pas. Bottes claquant sur le pavé. Le reçu était là où il avait toujours été, plié en 4, les bords ramollis à force d'être manipulés. Je revins au comptoir, le souffle fort dans les oreilles. J'aplatis le reçu sur le formica. Entrée 409, dis-je, horodaté. Vous avez bien reçu le dossier. Sortez-le, s'il vous plaît. Le regard du guichetier glissa sur le tampon. Il tapa plus lentement, comme s'il ne voulait pas se tromper devant témoin. Au bout d'une minute, il fronça les sourcils, se tourna vers une étagère derrière lui. Mal classé, marmonna-t-il, sous du bois. Il sortit le dossier, puis le permis. Le tampon en relief accrocha la lumière comme une pièce de monnaie. On a le tampon, on a le papier. Le bureau de Davis fermait à 17 heures. Il était déjà 16h30. Violette conduisait comme si elle enfilait une aiguille. Mais la ville avait d'autres plans. Un accident sur l'avenue, barrière, feux rouges empilés comme de mauvaises décisions. On n'y arrivera pas, dit-elle, phalange blanche sur le volant. Je vérifiai l'horloge du tableau de bord, puis la distance sur la carte. Approchez-moi le plus près possible. Elle bifurqua dans une rue adjacente près du bâtiment de l'inspection et s'arrêta derrière une file de voitures immobilisées. Je saisis le permis. Restez avec la voiture. Si on vous demande, vous m'attendez. Moreau. J'étais déjà dehors. Je ne courus pas 3 kilomètres. Je courus ce qui était réel. 8 pâtés de maison en bottes lourdes, traversant un couloir de service, me glissant entre deux immeubles où les voitures ne passaient pas, coupant par une place pleine de gens qui ignoraient ce qu'un arrêté de péril pouvait faire à une vie. Mes poumons brûlaient. La sueur trempait le dos de mon t-shirt gris. Je gardais le dossier serré contre mes côtes comme un battement de cœur. J'atteignis le hall de l'inspection, saluai le gardien d'un signe de tête et montai les escaliers 2 par 2 quand l'ascenseur décida de discuter avec lui-même. J'arrivai au bureau de Davis avec quelques minutes d'avance. Je ne claquais pas le permis comme dans un film. Je le posais à plat, bien dans son champ de vision, et gardai la main dessus jusqu'à ce qu'il regarde le tampon. Davis consulta l'horloge, puis le papier. « Tamponné !» dit-il. Il expira par le nez et nota quelque chose. « Très bien, vous passez. » Je rentrai à l'immeuble à pied. Ça me prit 1 heure. J'étais épuisé.
Quand j'arrivais, Violette était assise sur les marches du perron à m'attendre. Il faisait nuit. Les réverbères se reflétaient sur la porte d'entrée fraîchement vernie. Elle se leva en me voyant. « On a passé ?»« Officiellement !» dis-je. Elle poussa un cri et descendit les marches en courant. Elle se jeta à mon cou, je la rattrapai, la soulevai du sol. Mes bras se refermèrent autour d'elle par réflexe. Ses épaules s'affaissèrent mat contre moi avec un long souffle tremblant qui réchauffa mon cou. Elle recula, me regardant dans les yeux. « Tu nous as sauvés. »« On s'est sauvés, corrigeai-je. »« Moreau, dit-elle. » Elle leva la main et toucha mon visage, son pouce effleurant la barbe naissante sur ma mâchoire. « Laurent a appelé. Il retire son offre. Il sait qu'il a perdu. »« Tant mieux, dis-je. »« Alors, reprit-elle en reculant légèrement, mais sans lâcher mes bras. Le loyer, le travail est fini. La dette est payée. » Mon estomac se noua. C'était fini. Le marché était terminé. Je redevenais juste le locataire. « Ouais, dette payée. Je suppose que je devrais te faire un chèque pour le mois prochain. » Elle me regarda perplexe, fronçant les sourcils. « Un chèque pour le loyer? Pour rester ?» Elle me fixa. Puis elle rit, mais c'était un rire humide. « Tu crois que je veux ton argent, Moreau ?»« Je suis menuisier, Violette, c'est ce que j'ai. » Elle secoua la tête. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit une clé. Une clé neuve. « Je ne veux pas un locataire, dit-elle, je veux un associé. » Elle prit ma main rugueuse, calleuse, marquée de cicatrices, et y pressa la clé. « Je ne peux pas te payer ce que tu vaux, dit-elle, mais je peux t'offrir un bail permanent pour l'atelier, et peut-être pour l'appartement du dessus, celui avec la vue. »« C'est l'appartement du propriétaire, dis-je. »« Je sais, murmura-t-elle. Je regardai la clé. Puis je la regardai elle. C'était le moment où le marché cessa d'être un marché. « Je suis bordélique, la prévins-je. Je laisse de la sueur partout. Je travaille tard. »« Je sais, dit-elle. J'aime l'odeur de sciure. » Je refermai la main sur la clé. Puis je tendis le bras et l'attirai contre moi. Je ne forçai rien. J'attendis une demi-seconde, le temps que ses doigts s'accrochent à mon t-shirt et qu'elle me tire vers elle. C'était toute la permission dont j'avais besoin. Je l'embrassai. Elle répondit, stable et sûre. Ça avait le goût du café et de la victoire. Ça s'emboîtait parfaitement, sans jeu, comme une vieille poutre en chêne qui ne fléchit pas quand on s'appuie dessus. « Je ne répare pas le grincement du couloir, » murmurai-je contre ses lèvres. « Pourquoi pas ?» souffla-t-elle. « Pour savoir quand tu arrives, pour être prêt. » Elle rit, et le son vibra dans ma poitrine, s'installant profondément dans mes os. Pendant des années, j'avais écouté les immeubles comme s'ils parlaient en morse. Une latte qui joue, une vanne fatiguée, un point mou caché, une à une. Je pouvais te dire quel bois se trouvait sous tes pieds rien qu'à la façon dont il se plaignait. Cet endroit n'avait jamais été juste un chantier. L'immeuble haussmannien voulait plus que des coupes droites et des joints propres. Il voulait quelqu'un pour habiter le travail, quelqu'un pour laisser une veste sur une chaise, une tasse sur l'établi et faire taire le silence. Maintenant, quand le parquet du couloir grince, ça ne veut plus dire que l'immeuble meurt, ça veut dire qu'elle descend l'escalier. Et je ne suis plus le type qui répare dans le noir. Je suis celui qui allume les lumières et qui reste. Si cette histoire t'a plu, mets un petit cœur et abonne-toi. On a encore plein de plans à explorer.